LCI Direct qui continue avec cette question. Elon Musk s'est-il mis définitivement Donald Trump à dos? Il nous semble un peu que oui. Déjà, il y a un élément concret, c'est que la Maison-Blanche, en tout début d'après-midi, a fait savoir qu'il n'était pas question que Donald Trump appelle Elon Musk. Et puis, il nous semble quand même que le patron de Tesla a franchi une ligne rouge en réactivant une vieille théorie du complot. Regardez ce qu'il a écrit cette nuit. Il est temps de lâcher une bombe, écrit donc Elon Musk. Donald Trump est dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle l'administration, n'a pas été rendu public. Les dossiers n'ont pas été rendus publics. Passe une bonne journée, Donald. Voilà en gros ce qu'il écrit à la fin, ce qu'il écrit. Grave accusation contre le président américain. On a voulu savoir ce qu'il en était. Caddy donc nous a rejoint. Caddy, à quoi fait-il référence? Eh bien, il fait référence effectivement à cette terrible affaire, ce scandale criminel qui implique donc Jeffrey Epstein, le financier milliardaire américain accusé donc de crimes sexuels sur mineurs. L'enquête débute en 2005 avec les toutes premières plaintes contre le milliardaire américain. Des plaintes donc pour des abus sexuels dans la résidence d'Epstein à Palm Beach notamment. Une enquête qui révèle en fait un vaste trafic de réseaux d'exploitation donc de mineurs, de jeunes femmes. En 2008, Jeffrey Epstein conclut un accord avec la justice. Il va plaider coupable pour des charges très réduites. Il ne passera finalement qu'un an derrière les barreaux. On en vient à juillet 2019. Il est de nouveau arrêté à New York pour trafic sexuel de mineurs et association de malfaiteurs pour ses résidences de Manhattan, de Palm Beach en Floride entre 2002 et 2005 au moins. Et là, on parle notamment de jeunes filles âgées d'à peine 14 ans. Pour vous faire d'ailleurs une idée de ces abus, il avait acquis en 98 une île, l'île Saint-James, dans les Caraïbes, qui est connue aujourd'hui sous le nom de l'île de la pédophilie. C'est pour vous expliquer un peu de quoi on parle. Le 10 août 2019, donc soit un mois après son arrestation, il est retrouvé mort dans sa cellule, pendu donc dans sa prison. Et puis une date importante aussi dans cette affaire, c'est 2024, janvier 2024. Une juge de New York ordonne la déclassification des documents de cette affaire, des documents judiciaires. Ça représente 1000 pages environ, dont une liste de 180 noms. Alors, il y a des victimes proches, il y a des complices présumés qui sont liés au réseau Epstein. Alors, on y trouve des noms de personnalités, on les a entendus, on les connaît. On a évoqué Bill Clinton, Donald Trump, donc le prince Andrew, Michael Jackson aussi, ou encore David Copperfield. Mais, attention, comme le disent nos confrères du New York Times, le simple fait d'être mentionné dans de tels dossiers ne signifie pas forcément grand-chose. En fait. Il peut s'agir donc de victimes, je vous le disais, de témoins, d'autres personnes innocentes qui ont un contact avec des suspects ou avec des preuves. Et puis, on s'en souvient, c'était une promesse de Donald Trump. En février dernier, 200 autres pages ont été déclassifiées, mais il reste encore beaucoup de documents qui restent sous scellés, Magali. Et qu'en est-il du cas Donald Trump alors voilà, Donald Trump et Jeffrey Epstein, c'est une histoire qui date depuis de longues années. Ils s'étaient croisés régulièrement puisqu'ils se fréquentent dans les mêmes cercles, dans les cercles de l'élite new-yorkaise et de Floride. Alors dans une interview que Donald Trump avait accordée au magazine New York en 2002, il avait déclaré connaître Jeffrey Epstein depuis 15 ans et il avait dit: regardez, c'est un type formidable, très agréable de passer du temps avec lui. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi et beaucoup d'entre elles sont plus jeunes. Bon, même interview, donc, il ne se cachait pas d'une certaine forme de passer de bons moments avec Jeffrey Epstein. Et alors, très intéressant de voir ce qu'il dit un peu plus tard, en 2019, après l'arrestation de Epstein. Écoutez bien, c'était donc devant les caméras de télévision. Je n'étais pas fan de Jeffrey Epstein. Des gens hier racontaient que je l'ai jeté d'un club. Je ne voulais aucun rapport avec lui. C'était il y a des années de ça. Cela prouve une chose, que j'ai bon goût. Voilà, bon. Alors, ce qui est troublant, c'est que l'accord, alors ça c'est très intéressant, l'accord conclu en 2008, dont je vous parlais tout à l'heure avec la justice, il était à l'initiative d'un certain Alexander Acosta, qui sera 9 ans plus tard le ministre du Travail de Donald Trump. Ouais. Alors, au lieu de la prison à vie, c'est ce qui a été négocié, au lieu de la prison à vie qu'il encourait, il a bénéficié d'un traitement tout confort, si je peux dire, 13 mois de prison avec des conditions, alors là, exceptionnelles. Celle de quitter la prison 12 heures par jour, 6 jours par semaine pour aller travailler.
Alors, de nombreux documents montrent aussi que les deux hommes, Jeffrey Epstein et Donald Trump, étaient entourés régulièrement de jeunes femmes, notamment dans les années 2000. Et ça, effectivement, ce sont des documents qui sèment le doute. Alors, merci Kady, est-ce que ça peut être gênant, très embarrassant pour Donald Trump? On a aussi la sensation que là, Elon Musk joue une partition peut-être très réfléchie. Parce que la sphère MAGA, elle réclame l'ouverture de ces dossiers contre Jeffrey Epstein. Oui, parce qu'elle est persuadée, cette sphère MAGA, que justement dans les dossiers qu'il reste à découvrir, il y a des noms de personnalités d'Hollywood, enfin tout ça. Et aussi, il faut bien voir qu'il y a un grand fantasme aussi autour de cette affaire Epstein et une vraie volonté de connaître la vérité. C'est pas une première, et comme le disait Kady, que Donald Trump soit évoqué dans cette affaire, parce qu'en effet, les deux hommes se connaissaient. Il y a même une enquête de PolitiFact qui expliquait que Donald Trump avait au moins voyagé, d'après leurs sources, 7 fois dans le jet privé d'Epstein à l'époque. Donc manifestement, les deux hommes se connaissaient, mais il n'y a jamais eu aucune preuve que Trump soit allé sur cette fameuse île dans les îles Vierges d'Epstein. Mais en semant le doute, Elon Musk lance une véritable bombe, c'est vrai, c'est une boule puante en fait, parce que tellement, d'ailleurs, l'opposition démocrate s'est tout de suite engouffrée dans la brèche en disant mais il nous faut la divulgation de ces dossiers, il faut qu'on ait la vérité. Donc cette affaire, elle devient extrêmement politique parce que les démocrates qui sont quand même, depuis l'élection, aux abonnés absents, qui ne trouvent pas le moyen d'apporter une riposte solide à Donald Trump, là, tout à coup, vous imaginez le scandale sexuel, le président qui serait mêlé à ça. Tout ça est incroyablement... c'est pain béni pour toute la presse américaine, la presse à scandale. Donc, ça va être un vrai moment. C'est vraiment une accusation extrêmement embarrassante pour Elon Musk, pour Donald Trump. Et c'est peut-être ce qui explique aussi le fait qu'il ne veut pas avoir à parler à Musk aujourd'hui. Parce que ça va vraiment très très loin. Donc ça, c'est la ligne rouge qu'il a franchie, Elon Musk. Oui, c'est-à-dire que à lire son post, on voit bien qu'il y a une notion de chantage. Oui. Ça se termine par « bonne journée Donald Trump ». Donc, mettre en demeure le président américain d'obtempérer, sinon tu vas voir ce que tu vas voir, c'est quelque chose d'absolument inouï. On a dit que chacun, dans les entourages, essayait de calmer un peu le jeu. Elon Musk n'a pas l'air d'être dans cette stratégie-là. Il a à perdre, lui aussi. Est-ce qu'il a plus à perdre que Donald Trump ? Ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Ah oui, on va essayer de les détailler, les conséquences pour les uns et pour les autres. D'abord, votre avis, Eric. Effectivement, dans la presse américaine, à un moment donné, on lit Donald Trump. Alors, je ne sais pas si c'est dans le Wall Street Journal. Elon Musk s'est jeté aveuglément contre les murs de la Maison-Blanche. Effectivement, il est parti tête la première. Une accusation comme celle-là, c'est tellement lourd. Magali le disait il y a un instant, personne ne peut sortir indemne d'une accusation pareille. Personne. Sauf Trump. Trump, vous avez vu de quoi est jalonnée sa trajectoire sur le plan... je ne parle que des femmes, mais de la sexualité, là. Vous avez vu de quoi est jalonnée la trajectoire personnelle de Trump. Je ne vais pas égrener les histoires. Enfin, c'est des choses qui auraient détruit n'importe quel homme politique en dehors des États-Unis d'Amérique ou peut-être même en dehors de Donald Trump. Donc, face à cette nouvelle accusation, on rentre encore une fois dans un territoire inconnu. Oui. Comment ça va être digéré par le clan Trump, par Donald Trump lui-même, par la justice américaine? Que va-t-il se passer? On n'en sait strictement rien. Les démocrates, vous l'avez dit, se sont engouffrés. La société américaine demande des explications. Les MAGA eux-mêmes, comment ils vont être? Ils demandaient la transparence sur les dossiers, mais alors maintenant que leur patron est accusé, comment vont-ils réagir? C'est pas une simple dispute, en fait. C'est comme une boîte de Pandore qui a été ouverte. Imaginez le niveau cours d'école, pardon. Ouais. Je vais supprimer les subsides publics, les aides publiques pour Elon Musk, dit Trump. Réponse d'Elon Musk, je rappelle que toi, tu es dans l'affaire Epstein. Et bonne journée Donald Trump sur son poste. On est rentré dans un truc... Non, je trouve que quand on parle de cours d'école, c'est mignon, c'est sympa, c'est coquet. On est dans un truc d'une vulgarité, d'une grossièreté
tel qu'on l'a jamais connu dans l'histoire du monde, de l'humanité, même sous l'Ancien Régime. On n'a jamais vu ce genre de choses, comme ça, en public. En général, ces petits désaccords ou ces gros désaccords et la violence qu'ils drainent avec eux s'exprimaient en coulisses. Là, c'est sur les réseaux sociaux. 40 posts d'Elon Musk hier. 40 posts. Oui, en quelques heures seulement. Pierre de Jong nous a rejoint. Bonjour. Colonel, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique, ancien colonel des troupes marines et ancien chef de camp de 2 présidents de la République en France. Justement, quand Éric dit, bon, ça s'est vu, des clashs entre un chef d'État et des collaborateurs. Mais jamais on n'avait accès à leurs disputes comme ça, publiquement. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous. On assiste à un numéro de cirque, c'est impensable. Je veux dire, en France, il y a des histoires, il y a toujours eu des histoires. Rappelez-vous, Grossouvre, etc. Il y a des choses qui traînent, mais en fin de compte, il n'y a rien d'explicite. Et dans tous les cas, je n'ai jamais vu, un collaborateur direct d'un président attaquer directement le président de façon aussi directe. C'est incroyable. Le deuxième point, c'est que ça vole vraiment très bas. Et c'est qu'au-delà de ce comportement un peu particulier, on le sent bien depuis l'arrivée de Trump, ça reflète en fait une forme de dégénérescence globale de ce pouvoir américain. Ils ne savent pas où ils habitent, quoi. Il est arrivé aux affaires le 4 janvier. Ça fait 6 mois pardon ? Le 21. Le 21 janvier, pardon. Ouais. Ça fait comme 6 mois qu'il est aux affaires. C'est quand même pas... vous vous rendez compte ce qui se passe en 6 mois, tout ce qui s'est passé du point de vue international, du point de vue national, c'est complètement sidérant. Donc on assiste en fait au délabrement d'une politique, et malheureusement, au-delà de cet épiphénomène à la limite qui est personnel entre les deux personnes qui ne s'apprécient pas, c'est qu'il y a des impacts incroyables à l'international, sur les grands investissements, sur les histoires de... Un énorme SpaceX, c'est un truc qui est fondamental, par exemple. On voit bien que les Américains avaient mis le paquet sur SpaceX, parce que SpaceX avait gagné un contrat contre Boeing pour mettre en place une navette en direction de la navette internationale, de l'ISS. Et qu'est-ce qu'on fait si on arrête demain matin ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est la question qu'on voulait poser, justement. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que la menace, elle n'est pas anodine. Et justement, Marie-Ange Sangui est en direct avec nous. Bonjour, rédactrice en chef Espace et Exploration. Alors, voilà la menace d'Elon Musk. Effectivement, il a annoncé que Dragon, la navette spatiale de SpaceX que la NASA utilise pour ravitailler l'ISS, eh bien, elle ne serait plus disponible. Est-ce que, d'après vous, on est au stade de la menace ou c'est carrément une annonce ? Est-ce que ce serait possible, selon vous ? Pour moi, c'est une menace. C'est-à-dire qu'en fait, on voit très bien, il y a un de vos intervenants qui parlait de cours d'école, mais alors une cour d'école qui n'est pas jolie. C'est ça, en fait. Entre Musk et Trump, soyons très clairs, la lune de miel est complètement terminée. Et actuellement, c'est qui va menacer le plus l'autre, va intimider le plus l'autre. Musk, pour l'instant, n'a pas intérêt à arrêter ce qu'il fait, tout simplement parce que le travail avec avec l'État américain, les commandes avec l'État américain, c'est une grande partie de ce qui lui rapporte de l'argent. Et la desserte de l'ISS en fait partie. C'est un contrat qu'il a signé. S'il arrête, il rompt ce contrat. Donc, il aura des pénalités, etc. Et puis, il n'a pas intérêt du tout à faire ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, on est au stade de la menace. D'ailleurs, a priori, ils sont en train d'essayer, d'un côté comme de l'autre, on va dire des éléments qui sont autour de Trump et autour de Musk, essaient de raccrocher un peu les wagons ensemble, de nuancer les propos, de faire en sorte que chacun mette un peu d'eau dans ce vin et se calme. Mais bon. De toute façon, d'une manière générale, ça n'est pas bon pour le futur du spatial actuellement. C'est pas bon. Mais alors, expliquez-nous exactement ce qui pourrait advenir. Parce que du côté de Musk, on a bien compris qu'il y aurait des pénalités parce qu'il y a rupture de contrat. Pour les États-Unis, alors, si jamais ils étaient privés de cette navette, qu'est-ce que ça pourrait engendrer ? Alors là, ça serait très problématique parce qu'il faut bien comprendre qu'actuellement, on dépend entièrement de SpaceX pour accéder à la Station spatiale internationale. Alors, on a encore un passage de temps en temps avec les Russes, puisqu'il reste encore cette collaboration entre les Russes et les Américains pour la desserte de l'ISS, mais c'est une place par Soyouz, pas plus. Un Soyouz, donc c'est une capsule pareille qui monte vers la Station spatiale internationale. Il y a 3 places dedans. Donc, en général, il y a un Américain ou un étranger suivant les contrats, voire pas du tout. Donc là, si jamais il n'y a plus la desserte SpaceX, c'est littéralement la catastrophe. Parce que autant vous dire qu'entre les tensions qu'on a entre Poutine, Trump, Musk,
C'est pas demain matin que l'intégralité des astronautes américains vont partir sur la desserte russe. Donc, on n'a pas intérêt à partir dans une escalade et surtout à rompre complètement ce qui se passe parce que c'est très simple, les Américains n'auront plus d'accès à l'espace, ils n'auront plus accès à la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, ils ont tout mis dans le même panier, tous les œufs sont dans le même panier, c'est-à-dire que c'est Musk qui fait tout, Boeing est en retard, a des problèmes encore avec sa capsule, donc il n'y a pas de plan B. Ça, c'est primordial ce que vous êtes en train de nous dire. Merci beaucoup d'avoir été en direct, Marie-Ange Sangui, cet après-midi donc sur LCI. L'armée américaine, c'est presque lié à Elon Musk. Il y a c'est pas l'armée américaine, c'est le système spatial. C'est la NASA. Mais il y a aussi des contrats aussi avec l'armée. Ah bah oui. Donc, ça veut dire que les États-Unis, dans toute une partie du régalien, dépend d'Elon Musk. Alors, je n'irai pas jusque-là, parce que c'est un peu rapide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Trump est aux affaires depuis assez peu de temps, donc il n'a pas pu encore aller jusqu'au bout du processus. Oui, mais ça datait d'avant Trump. Oui, mais enfin bon, il y avait sur l'électrification de certaines voitures, il y avait le spatial, toute une série de domaines, mais il n'a pas donné toute sa mesure. C'est que le spatial, c'est le domaine où en fait il y a eu un appel d'offres il y a quelques années, je crois à partir de 2014 ou 2015, il y a eu un appel d'offres, et c'est vrai que, Musk a gagné ce contrat contre Boeing, d'ailleurs à la surprise générale, et donc c'est grâce à ce contrat qu'il a gagné, qu'il a pu mettre en place SpaceX. Donc c'est des milliards de contrats qui ont été déversés sur lui. Donc j'imagine qu'il avait une marge, ce qui veut dire qu'il a gagné beaucoup d'argent. Grâce à cet argent, il a pu le réinvestir dans d'autres choses. Donc en fait, il est dans un système en expansion. Et c'est vrai que l'arrivée de Musk avec Trump à la Maison-Blanche, littéralement, rappelons-nous, il vit avec son gamin de 4 ans sur les épaules, la casquette, le maga. Enfin, on a eu droit à un show permanent. Donc il faisait partie de la maison. Et là, on assiste à une rupture qui est absolument incroyable. Donc évidemment, il y aura des effets. Ceci étant dit, vous savez, l'argent, c'est l'argent. Très concrètement, aujourd'hui, Musk, il ne va pas se suicider. On voit déjà que la bourse, on voit que l'action Tesla a baissé de je ne sais pas combien de pourcents, on parle de 15 ou 20. 14 hier. 15%, voilà, on y est. Donc il est en train de chuter, c'est des milliards. Quand on voit la capitalisation de Tesla, 15%, ça doit faire, je ne sais pas combien, 120 ou 200 milliards, j'en sais rien, mais les chiffres sont colossaux. Donc il va devenir pauvre. Et après, s'il a des procès en plus, parce qu'il ne va pas au bout comme ça dit fort bien dit, s'il ne va pas au bout des contrats qu'il a, s'il ne va pas au bout, aux États-Unis, ça ne rigole pas du tout avec ça. Donc ça va être les juges, etc. Il va être rincé, comme on dit. Vous l'avez tous dit, c'est abyssal en fait, toutes les conséquences. Une image, juste, parce que j'ai commencé l'émission avec ça, et on avait raison de surveiller Washington. La Tesla rouge, vous le savez, celle qui a été acquise par Donald Trump en grande pompe au mois de mars, qui est toujours stationnée sur le parking de la Maison-Blanche à l'heure où on se parle. Eh bien, à l'instant, d'après le Wall Street Journal, donc c'est encore la presse américaine qui dévoile un peu les coulisses, Donald Trump est en train de réfléchir pour s'en débarrasser. La rupture est vraiment consommée. Moi, je voulais revenir au spatial d'un mot. Les choses ont commencé à se dégrader très fort entre Elon Musk et Donald Trump quand Donald Trump a retiré la nomination d'un allié d'Elon Musk, Jared Isaacman, qui devait être l'administrateur de la NASA. Ça nous dit quand même comment Elon Musk réagit. Tu n'as pas nommé mon allié, je vais commencer à me venger. Et dès le lendemain, le surlendemain, Elon Musk a parlé de ce projet de budget comme une abomination répugnante. Donc c'est parti de là, en fait. Alors, il y a eu le départ de Doge, etc. Il y a eu beaucoup de choses, mais le moment où, à mon sens, ça a basculé, c'est le moment de ce retrait de nomination d'un très proche d'Elon Musk pour être à la tête de la NASA. Le moment de bascule, sans doute. Sur l'État américain, qui est presque... Alors, pas dépendant, mais il y a quand même pas mal de contrats qui le lient à Elon Musk. Est-ce que ça ne devient pas dangereux ? Bien sûr que ça devient dangereux d'avoir comme ça des entreprises privées qui sont en quasi-monopole pour aller envoyer les spationautes sur la station internationale. Bien sûr que c'est dangereux. Mais les deux se tiennent, hein, moi j'ai envie de dire, parce que Musk... a une capacité énorme de nuisance pour la conquête spatiale, la recherche spatiale, mais et a besoin des contrats. Il a besoin des contrats que lui fournit la NASA. Son entreprise, elle ne fonctionne que parce que SpaceX a reçu 15 milliards, ils ont fait les comptes, la presse américaine, 15 milliards de dollars de contrats de la NASA, 5 milliards du ministère de la Défense, sans compter encore bien d'autres contrats. Donc le divorce
il est problématique pour Elon Musk aussi. Comment il continue ses affaires? Puis il ne faut pas oublier que le grand projet d'Elon Musk, c'est aller sur Mars. Combien de fois il nous en a parlé? Trump, même lui, le jour de l'investiture, dit que c'est le grand projet pour les États-Unis. Les deux hommes ont besoin de l'un de l'autre. Et c'est ça, finalement, tout le paradoxe de ce grand déballage. C'est qu'en fait, les deux hommes, rationnellement, ont encore besoin l'un de l'autre. Sauf qu'en fait, on a une telle guerre d'ego. On a quand même des positionnements politiques, on en parlait tout à l'heure, qui sont quand même très, très radicalement opposés, qu'en fait, on ne sait pas aujourd'hui comment arriver à rabibocher les deux hommes, même si tout le monde dit il va falloir trouver une solution. Pour revenir à la question que vous soulevez, c'est finalement la puissance publique américaine, l'État qui s'est mis dans la main d'un opérateur privé, SpaceX, sur le spatial. Normalement, ça doit bien se passer. Les partenariats publics-privés, il y en a partout. À Saint-Amand-Montrond, en France, il y a un hôpital. La porte de gauche, c'est la clinique privée. La porte de droite, c'est l'hôpital public. Et entre les deux, en fonction de ce que la chirurgie que vous voulez faire, c'est possible. Il y a des opérateurs, dans la France, qui est le 3e exportateur d'armes du monde, il y a des opérateurs privés, tout se passe bien. Et normalement, aux États-Unis, ça aurait dû être un partenariat public-privé incroyable. Le génie d'Elon Musk, l'entreprise, ce qu'il a accompli aujourd'hui dans le spatial, mais il a fait progresser les États-Unis d'Amérique de décennies. C'est incroyable ce qu'il a fait. Sauf que on tombe sur deux personnes qui ont des personnalités, pardon, je vais être dépréciatif, mais c'est deux givrés. Pardon, c'est des personnalités. Steve Bannon parlait de deux rois soleil, malheureusement, il n'y a qu'un ciel. Si vous voulez, deux rois soleil, enfin, ça aurait dû se passer merveille. Ensemble, ce couple aurait dû propulser sur la question spatiale l'Amérique d'un demi-siècle d'avance sur le programme initial. La réalité, c'est qu'ils ont tout abîmé, tout dégradé.